la bagarre autour du TGV Méditerranée. L'enquête d'utilité publique est ouverte depuis ce matin, mais dans la Drôme, 14 maires la boycottent. Querelle de tracé, de priorité, de méthode, le TGV Sud-Est ou comment l'absence de concertation et une certaine arrogance technocratique embourbent sur le terrain un vrai progrès collectif. Bonsoir. Vous savez où est Sainte-Lucie ? C'est une petite île des Caraïbes, autrefois française, puis britannique, qui est ce soir en liesse. Sainte-Lucie avait un très grand écrivain et on ne le savait pas. Derek Walcott a reçu aujourd'hui le prix Nobel de littérature. Il vit à Trinidad, il travaille à Boston, aux États-Unis. Aucun grand éditeur français ne le connaît, ce qui ne plaide ni pour leur curiosité, ni pour la nôtre. Claire Sébastien. L'heure de vérité vient de sonner. Le grand jury de l'Académie des lettres de Stockholm décerne son prix Nobel 1992. Priset går till den västindiske författaren Derek Walcott. Surprise générale, Derek Walcott est quasiment inconnu en Europe. De l'autre côté de l'Atlantique, à Boston, il partage sa vie entre Trinidad et le Massachusetts où il enseigne la littérature anglaise. Il vient d'apprendre sa nomination. Walcott se définit comme un mulâtre de style. En France, pourtant, son style n'a séduit qu'une toute petite maison d'édition strasbourgeoise. Circé s'apprêtait à publier L'inconnu Walcott, son couronnement tombe à pic. Il a une qualité universelle et il transcende cet aspect racial et fossé entre les nations. Je crois qu'on a voulu peut-être couronner quelqu'un justement qui va au-delà de tout ce qui nous déchire et nous partage à l'heure actuelle. Les Africains et les Indiens des Caraïbes ont toujours été traités avec un paternalisme colonialiste ou admirés pour des mauvaises raisons. Dans mon œuvre, j'essaie de combattre cela. En France, il nous faudra attendre la mi-novembre pour trouver un seul des livres de Derek Walcott. Le projet de TGV dans le sud-est de la France continue de provoquer des remous, ravivés aujourd'hui par l'ouverture de l'enquête d'utilité publique. On verra pourquoi tout à l'heure. Mais passons d'abord par Brighton, son casino, sa plage et son congrès. Brighton, où le Premier ministre britannique doit faire face aux divisions de son parti, le Parti conservateur, à propos de l'Europe de Maastricht. Aujourd'hui, Lady Thatcher, tout sourire, est venue par sa seule présence remuer la dague dans la plaie. Xavier Bodin-Hulin, Claire Sébastien. 3 minutes d'ovation, un triomphe. Lady Thatcher, vedette du jour au congrès des conservateurs à Brighton. C'est devenu l'égérie des adversaires à Maastricht. Margaret Thatcher n'a pas fait de discours, mais elle a fait mieux. L'article paru hier dans The European Noël ou au début de l'année prochaine. Du traité au Bundestag. Mais les députés sont rapidement passés à un débat spécial sur le thème qui empoisonne actuellement l'Allemagne, la montée de la xénophobie. Mot d'ordre commun, punir plus les crimes racistes. Nous devons isoler les meurtriers, soient traduits devant les tribunaux. Gorbatchev, prêt à aller en prison pour son refus de témoigner au procès du Parti communiste. Rien ne fera changer ma position, dit-il. Il est hors de question de participer à ce procès politique. C'est donc le dernier épisode du bras de fer entre Gorbatchev et Eltsine. Dans la matinée, des policiers avaient pris position pendant quelques heures devant l'immeuble de la fondation Gorbatchev. Boris Eltsine en avait hier ordonné la réquisition. Des scellés ont été posés, mais Gorbatchev a pu tout de même pénétrer dans le bâtiment. Une cinquantaine de corps ont été sortis des décombres à Amsterdam à la veille de l'arrêt des recherches. Le maire affirme que le bilan pourrait être finalement moins lourd que les 250 morts annoncés. Les conclusions de la première et seule boîte noire retrouvée pourraient être transmises aux autorités néerlandaises d'ici 2 à 3 jours. Qui a tué le juge Renault? Il n'y a pas de réponse à cette question. Georges Fenech, le 6e juge chargé d'instruire l'affaire, a rendu un non-lieu. Le juge lyonnais François Renault, surnommé le shérif, avait été abattu devant son domicile. 17 années d'enquête et des centaines d'auditions pour rien. La partie civile, représentée par Maître Vergès, a fait appel et veut qu'on continue à chercher. Verdict ce soir à Lyon. 2 des 4 vigiles ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, 18 et 20 ans de prison pour les 2 autres. Ils sont responsables de la mort d'un Algérien après des actes de barbarie et la mutilation d'un autre. La défense avait tenté de minimiser la connotation raciste des actes. Après la demande de saisine de la Haute Cour de justice par le de Laurent Fabius, l'organisation du scrutin à l'Assemblée pour composer la Haute Cour dépendra de l'appui éventuel du Parti communiste à la requête de l'opposition. Oui, quelle sera donc l'attitude du groupe communiste à qui la fragilité gouvernementale redonne de l'importance? Le coup de fil ce soir de Daniel Sportiello à André Lajoigny.
nous nous prononçons pour qu'il n'y ait pas deux poids et deux mesures au sujet du sang contaminé. Il n'est pas normal que ce soit seulement les fonctionnaires qui aient à s'expliquer devant la justice et pas les ministres concernés. Et cela sans préjuger de la culpabilité des uns et des autres. Nous sommes pour que la justice soit saisie de cette affaire. Monsieur Lajoigny, vous estimez donc que Laurent Fabius, Georgina Dufoy et Edmond Hervé doivent être jugés? Ils étaient responsables à cette époque, ils doivent répondre devant la justice. Voilà, la réponse est claire. Reste à savoir, bien sûr, si l'Assemblée et le Sénat parviendront dans les délais et à la majorité absolue à désigner en leur sein les 12 membres de la Haute Cour. Monsieur Fraîche, bonsoir. Vous êtes le maire de Montpellier. Vous êtes très impliqué dans ce projet. Est-ce que vous approuvez vos collègues de la Drôme? Écoutez, je crois qu'on ne peut pas traiter véritablement le problème du TGV. Ce qu'il faut dire dans cette affaire, c'est qu'il est peut-être regrettable que le Collège de prévention des risques technologiques, qui est une institution très utile, donne son avis, et il est très important, oui, la veille de l'ouverture de l'enquête. Alors je ne sais pas si c'est lui qui a tardé à le donner ou s'il a été saisi trop tard, mais il paraît évident qu'il aurait dû rendre son avis il y a déjà un an. Et la réaction des maires qui boycottent l'enquête? Écoutez, je ne suis pas élu de la Bronne, je ne peux pas vous faire l'étude sur plusieurs centaines de kilomètres, kilomètre par kilomètre, et je pense qu'à travers l'enquête d'utilité publique, on verra si sur cette partie, au niveau de la centrale nucléaire du Tricastin, le tracé choisi est le bon, ou s'il faut le changer. Donc là, je pense que la transparence va enfin se faire au jour. Et je voudrais dire sur ce problème, écoutez, oui, je crois que le problème de l'arrogance d'une partie de la haute fonction publique française, oui, c'est un péché mignon général. Vous avez écrit un livre là-dessus, hein, monsieur? J'ai été le premier, il y a 2 ans, à soutenir la phare au sud, parce oui, que je m'étonnais qu'on présente l'ensemble des tracés TGV en France il y a 2 ans, pratiquement sans avoir véritablement consulté qui que ce soit. Alors, mais je tiens à dire que la SNCF a fait des progrès. Alors, tant mieux. Il y a là quelqu'un qui s'en réjouit. Jeudi, on parle de livres avec Dominique Poncet. Au palmarès ce soir, coup de chapeau aux toutes jeunes éditions Bibliothèque de l'Image. Elles ont décidé de rendre les beaux livres accessibles à toutes les bourses. Regardez ces ouvrages. Textes, impressions, photogravures, papier, tout est de qualité. Et pourtant, ces livres sont vendus une bouchée de pain. Le secret de ce petit prix réside dans une diffusion large qui réduit les coûts de fabrication. Il suffisait d'y penser. En revanche, c'est toujours le point mort aux éditions Ramsay Régine Desforges. En dépôt de bilan depuis le 23 juin dernier, cette petite maison d'édition attend une décision du tribunal de commerce, soit l'acceptation de l'offre de rachat par un autre éditeur, soit la liquidation pure et simple. La liquidation, ce sera un vrai drame pour cette maison, pour la culture de ce pays, puisque des collections comme Ramsay Poche Cinéma, qui sont des collections qui sont le reflet d'un univers important qu'est le cinéma, disparaîtraient, ne trouveraient pas leur place ailleurs. Ce serait aussi pour beaucoup d'auteurs un espace de liberté qui disparaîtrait. Et je crois que quand un éditeur disparaît, c'est un peu comme quand un cinéma ferme, il n'est pas remplacé. Le tribunal de commerce doit statuer le 13 octobre prochain. Croisons les doigts. L'actualité de l'économie ce soir, c'est d'abord l'agitation en bourse autour des actions Hachette et toutes sortes de rumeurs sur le trésor de guerre de Havas, Jean-Yves Serrand. Qui achète. En 3 jours, plus d'1 million de titres échangés sur les marchés de Paris et Londres, environ 6% du capital. Une rafle organisée, entre mardi et mercredi, il a fallu mettre 85 millions de francs sur la table pour acheter de l'Hachette. L'action grimpait mardi de 20%, aujourd'hui de 10%. La Bourse de Paris a finalement interrompu la cotation. Qui est derrière le raid? Hachette accuse Havas, l'autre groupe multimédia français. Havas, dont le PDG, Pierre Dozier, n'a jamais caché vouloir bâtir un groupe de taille mondiale. Mais voilà, il y a à peine 2 heures, un communiqué d'Havas dément tout intérêt pour l'acquisition de titres Hachette. Peu convaincu, Hachette préfère réaffirmer ce soir que le capital du groupe est bien verrouillé et que tout OPA est inutile. Demain, les regards vont donc se porter à nouveau sur le cours de l'action. Affaibli par l'aventure de la 5 et par la déprime de la pub et de l'édition, Hachette devrait être bientôt recapitalisé par la fusion avec Matra. Mais en attendant, la faiblesse du titre entraîne bien des convoitises. L'action Ciment Français en chute de 13% à la bourse. C'est la conséquence directe du scandale financier qui vient de coûter son poste de président à Pierre Conceau.
Des pertes de plusieurs centaines de millions de francs seraient dues à ce que l'on appelle pudiquement des indélicatesses financières. Les premières des 1000 petites japonaises de chez Suzuki débarquent à Cherbourg. Leur arrivée traduit la légère augmentation des quotas d'importation accordés par la France. Voilà qui permet ainsi à 4 nouveaux constructeurs nippons de s'installer sur le marché national. Le patron français de Compaq nous disait avant-hier que seuls les plus forts survivraient dans la guerre de la micro-informatique. Ironie du sort, la maison mère américaine annonce aujourd'hui 1000 licenciements. Les États-Unis sont touchés prioritairement. La filiale française serait, elle, épargnée. Et encore cette information de dernière minute, 2 explosions ce soir dans le centre de Londres, pas de blessés, aucun blessé, uniquement des dégâts matériels, 2 explosions sans doute signées de l'IRA irlandaise. Voilà, c'est tout pour ce soir, il est bien tard. Mais avant de nous quitter, un coup de cœur pour L'Égoïste. L'Égoïste que vous pouvez trouver dans les kiosques à partir d'aujourd'hui. L'Égoïste, c'est une curieuse publication, une sorte de revue-objet qui réunit une fois par an, quand tout va bien, sur un papier somptueux, les plus grands photographes du monde et des plumes de chic et de choc, Duras et Baudrillard, Glucksmann et Sagan. C'est frivole et grave, extrêmement snob et extrêmement beau. Et tant mieux si vous pensez comme moi que Yannick Noah, qui fait la couverture, est encore plus beau tout nu. Voilà, dans un instant, la météo et puis un film, on est gâté, Midnight Express d'Alan Parker. Demain soir, vous avez rendez-vous avec Éric Cachard. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Très bonne soirée.